Au petit matin, la Médina est une ruche qui s'éveille. Les souks déploient leurs marchandises. Cuir, or, chéchia, tissus sortent des réserves. Chaque boutique déploie ses trésors. C'est très bon. C'est vraiment génial. Et chaque boutiquier, même le plus petit, prend ses quartiers. Voilà. Hop, 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 hop. La journée peut commencer. Jamila Binous connaît tout le monde ici. C'est une enfant de la Médina, elle y vit et en a fait son terrain d'étude. Elle nous propose de commencer là où tout a commencé, au cœur même de la vieille cité de Tunis, à la grande mosquée de l'Olivier, la Zitouna. En général, une ville naît autour de sa mosquée. La grande mosquée, autour de laquelle s'installent des cheminements qui deviennent par la suite souks. Donc c'est vraiment un pôle à partir duquel rayonnent tous les grands axes conduisant vers les portes. C'est le monument le plus ancien de la ville. La légende le fait remonter au 7e siècle, quand les Arabes ont conquis Tunis. Ces colonnes antiques viennent des ruines de Carthage. Les bâtisseurs ont égalisé leur hauteur comme ils le pouvaient. Pas un chapiteau qui ne ressemble à un autre. Son grand minaret est le point le plus haut de la Médina, 43 mètres. Nous y avons exceptionnellement accès. D'ici, le rayonnement des ruelles apparaît très nettement. Voies commerçantes à ciel ouvert ou passages couverts qui ressemblent aux veines qui partent du cœur. Autant d'artères sous lesquelles s'organisent les souks. Plus on est près du sanctuaire, plus le commerce est raffiné. Le plus noble des souks est au pied même de la grande mosquée. Les parfumeurs sont là depuis plus de 800 ans. Au XVe siècle, le diplomate et voyageur Adorne témoigne déjà de ces boutiques élégantes. Nous retrouvons Jamila dans la plus ancienne des échoppes. C'est l'une des plus belles boutiques du souk. Elles étaient avant toutes faites de bois ouvragé, telles que vous les voyez ici. On voit encore les fioles, comme les décrivait Adorne au XVe siècle, avec un long col décorant les étagères. La boutique de Souhaïr Trab a plus d'un siècle. Un minuscule écrin où l'amateur de senteurs se pose un instant pour retrouver sur sa peau les 1000 parfums de Tunisie. Ça, c'est le misk blanc. La distillation est plus qu'un art ici. C'est un art de vivre. C'est très fin. C'est la tradition de tous les Tunisiens. 60% des Tunisiens, ils ont des appareils de distillation. Faire les distillations des fleurs d'oranger pour la cuisine, les gâteaux et les huiles pour parfumer aussi. C'est dans la tradition tunisienne. Une autre tradition de la Tunisie, ce sont ces couvre-chefs. À 2 pas de la grande mosquée, car leur travail est sans nuisance, les Chawashis cultivent l'art multiséculaire de la chéchia. Sa fabrication remonterait au 9e siècle et elle passe encore par les mêmes étapes. Tout commence par un banal bonnet de laine tricoté. Ah, vous ne connaissez pas comment on fait chichia. C'est le début, ça. Ça commence comme ça, puis avec l'eau chaude et des savons, ça rétrécit, ça flotte. Ça devient comme ça. Ça arrive comme ça. Teinte, cardée puis mise en forme, la chéchia prend alors sa forme définitive. Ça, tunisien. Prête à être exportée dans toute l'Afrique. Gaddafi prend un chichia comme ça. Elle est avec un petit pompon. Maintenant, je fais la mesure à mon tête ou les yeux. Chaque artisan a aussi ses astuces, pour les tailles par exemple. Ça, 27,5.
Ça, 28. Voilà, 28. Ouverte en 1924, la boutique de M. Bleich est une des plus anciennes du souk. Son décor est un véritable écrin. M. Bleich compte plus d'un habitué. Certains clients ne quittent leur chéchia que pour en acquérir une autre. L'occasion de palabres infinies, car une bonne chéchia se doit d'être une véritable double peau. Voilà les chéchias. Autre boutique, autre découverte. Jamila nous a assuré que de véritables trésors dorment au fond de certaines échoppes. Au bout d'un rayon de marchandises bon marché, on débouche sur une vaste pièce lumineuse et chargée. Boules à neige, poteries et accessoires kitsch ont tout envahi. Si trésor il y a, ça ne saute pas aux yeux. À l'origine, c'était un petit caravansérail, pas loin de la grande mosquée, destiné aux commerçants riches. Et la particularité, c'est des panneaux de céramique qui sont d'une très grande valeur parce que c'est des cas uniques de figuration humaine et aussi des animaux. On va en découvrir quelques-uns. Jamila disparaît alors au fond de la boutique. Alors vous avez ici une scène très amusante, très fraîche, où on voit un coiffeur en train de raser le crâne de son client. Et c'est une scène probablement qu'on pouvait voir au 19e siècle à Tunis. Une véritable photographie sur le vif de l'époque. Et ce n'est pas tout. D'autres scènes se cachent encore dans ce décor. Là, c'est un personnage sous un palmier, en train de manger, dans une grande écuelle. Toujours ces couleurs fraîches, naïves. Un deuxième plan ici, où on voit deux hommes affrontés, avec l'arbre de vie au centre. Et puis, exceptionnellement, on a représenté une femme. On va la découvrir. Dans la religion musulmane, la représentation humaine est déjà rare. Que dire alors de ce portrait de femme? Vous avez cette belle scène où on voit une femme, le visage découvert, le bras nu, ce qui est très rare, exceptionnel. C'est une dame qui se recueille sur une tombe. On voit la stèle funéraire avec l'inscription. C'est des scènes de grande valeur. Pendant ce temps, dans le souk des bijoutiers, les enchères sont en cours. Manoubi Charloul n'a pas de temps à perdre. C'est lui qui mène les enchères. Il doit faire toutes les boutiques, consulter tous les bijoutiers, sans en oublier un seul. Dans sa boîte, une bague, 3 bracelets et un pendentif en or, mis en vente par des particuliers. Tout se fait oralement. Vous n'écrivez rien? Non, oui, non, c'est à la tête. Voilà. Il a ajouté ici 505. C'est 34 et 34. Allez. Ah. Tout part en fait de ce petit bureau. Chacun peut venir y déposer un bijou à vendre. L'expert en fait immédiatement une estimation, base des enchères. La boutique de l'expert ne désemplit pas. En général, on voit beaucoup de femmes qui viennent déposer des bijoux parce que les femmes chez nous thésaurisent en bijoux. Elles ne connaissaient pas la banque, elles ont toujours un petit coffret où elles mettent leurs économies en bijoux et un jour, si elles ont envie de changer de mode, d'avoir des liquidités, elles peuvent s'adresser à ce réseau de vente. Voilà. Ce particulier a déposé un bijou à vendre ce matin. 1147. Il est d'accord sur le prix que l'objet a atteint et le bureau de l'expert le lui paie donc
cash. C'est la meilleure manière de vendre. Vous avez un meilleur prix comme cela. C'est reparti pour Manoubi. Il peut enchaîner ainsi 4 ou 5 ventes. Son meilleur atout, la mémoire des chiffres et d'excellentes chaussures. Des kilomètres d'aller-retour d'une boutique à l'autre. Les enchères peuvent durer plusieurs heures au gré des offres et du cours supposé de l'or. L'enchère en est à 44 dinars 100 le gramme. Multiplié par son poids, cela amène le bracelet à... Ça fait 1523 dinars. L'enchère n'ira pas plus haut. C'est trop cher. C'est cher. Trop cher. Il y a 40 ans, la Médina a pourtant failli disparaître. Le président Bourguiba envisageait en effet d'y faire passer de grands axes routiers. L'association de sauvegarde de la Médina est née dans cette urgence. Elle organise aujourd'hui la restauration de tout un axe de la vieille ville. Zubair Mouli est chargé de l'architecture et de l'urbanisme. La ruelle en restauration surprend par sa modestie apparente. Zubair nous explique pourquoi. Au fait, cette rue, elle est bordée de beaucoup de grandes demeures de palais aussi. Il y a des gens qui habitent toujours encore ici dans leur demeure. Mais de l'extérieur, c'est vrai que ça ne reflète pas la richesse des passions intérieures, des chambres, tout le décor, tout le faste intérieur qu'on peut trouver. Et pourtant, en Europe, en tous les cas, quand on a une grande et belle maison à l'intérieur, justement, la façade reflète ça. Pourquoi est-ce qu'ici... Ici, nous avons un peu un principe qui est un peu d'éviter les tensions sociales par l'exhibition des richesses sur les façades. Donc on était appelé à être sobre, à être simple, etc. Les gens pouvaient se défouler à l'intérieur, mais de l'extérieur, un peu éviter toutes les richesses qu'on pourrait coller sur la façade. Seul signe perceptible de richesse, les portes d'entrée. D'où l'attention particulière qui leur est accordée. De pierre ou de clous, les ornements sont des messages. Une très belle porte, une très belle porte. J'aime beaucoup cette porte. Il y a un système de triple console pour passer de l'encorbellement jusqu'au mur, jusqu'à la porte. Il y a un registre très varié, mais des fois on trouve les cyprès, on trouve des fois le nuage avec le croissant comme ici. Vous voyez, ça veut dire aux passants que c'est une maison qui appartenait peut-être à un savant religieux, donc il faut respecter un peu en passant, ne pas faire de bruit, respecter la maison et ses habitants, etc. Sur tout le parcours témoin, la Médina fait peau neuve. Les façades retrouvent leur blancheur, les boiseries leur couleur. Cette petite place, par exemple, est rendue aux piétons. Plus aucun fil électrique n'est visible et tout le pavage est refait. Redonner aux habitants le souci de ce patrimoine, faire de la Médina un objet de fierté, concilier tradition et confort. Le message fait son chemin. La maison des frères Belaouane en est un exemple. Plutôt que d'abandonner une maison de famille devenue trop grande, les frères l'ont transformée en chambre d'hôte, tout en gardant au mur les photos de famille. Alors, elle, c'est ma grand-mère. C'est la mère des deux filles. Et les deux sont mes tantes paternelles. La photo est prise dans les années 20. Toute la famille vivait autour du patio, le cœur de la maison traditionnelle. Pour les deux frères, c'est aussi le lieu de leur enfance. Nous, étant jeunes, on n'avait pas le droit de sortir dans la rue. Donc, si on voulait jouer à la bicyclette, c'est ici qu'on jouait, c'est au patio. Si on voulait jouer à n'importe quel jeu, on n'avait pas le droit de sortir dehors. Tout autour du patio, la maison évolue en fonction de la famille. Mes cousins sont partis vers les années 84-85 et ma mère a occupé leur chambre et c'est Salah, mon frère, qui s'est marié dans ces deux chambres. La famille a gardé deux chambres dans l'esprit des appartements d'alors. Alcôve protectrice, plafonds ouvragés et dentelles de stuc,
Un art de vivre traditionnel dans toute sa splendeur. Mustapha a vécu ici 52 ans de sa vie. Moi, j'ai habité au premier étage. J'avais juste 3 chambres. Donc là, c'était une chambre, une petite chambre, utilisée en tant que salle à manger. Et là, c'était un grenier, voilà. Et voilà ce qu'est devenu ce grenier aujourd'hui. L'architecte nous a très bien décoré. On en a fait une très belle chambre. Chaque chambre est différente. Toutes ont intégré salle d'eau et confort moderne dans le respect des lieux. Dans tout l'hôtel, le design côtoie le bois sculpté, les courbes épurées soulignent les arabesques de plâtre. Vos chambres, elles n'ont pas des numéros? Non, elles ont des noms de femmes tunisiennes. On passe à la terrasse si vous voulez bien. La terrasse, le couronnement de leurs efforts de rénovation. Un salon douillet, entre ciel et terre, une vue imprenable, un vrai balcon sur la Médina. S'installer ici sur la terrasse, c'est très beau. Et on a le son de toute la ville. On a le son de toute la ville, sans avoir le bruit des moteurs. Parce que on est dans la Médina et loin de la Médina. Voilà les demoiselles maintenant qui... Voilà. Cinq fois par jour, tous les muezzins appellent à la prière. Les travaux avancent, mais beaucoup reste encore à faire. À l'autre bout de la Médina, le quartier n'est encore ni repavé, ni chaulé de frais. Pourtant, c'est là que s'est installé Mohamed Driss. En ce début d'après-midi, il nous accueille chez lui. Mohamed Driss est un pionnier. Le directeur du Théâtre National n'a pas attendu que la Médina soit rénovée pour y revenir. Il y a 10 ans, il a acheté une ruine et l'a transformée en maison de famille. Un vrai choix de vie. Voilà, ça c'est... On vit au rythme des saisons, on comprend que cette architecture est intégrée à la nature. Il y avait une montagne de remblais, parce que les voisins, quand ils faisaient leur chantier, il n'y a personne ici. Il y avait un chat, certes, il y avait un chat qui était le maître des lieux, un sylvestre noir et blanc. D'ailleurs, il n'était pas content quand on a débarqué, et il a vu qu'on était tenace et on a nettoyé les lieux. Enfin, le charme d'une maison comme celle-là, c'est qu'elle permet toutes les fantaisies. Une fantaisie qui est en tout cas au goût des 7 nouveaux chats des lieux. Zef, Peter, Cassie et les autres profitent de cette oasis de paix et de confort. Une oasis aménagée par Anne-Marie, l'épouse franco-australienne de Mohamed Driss. Dans ma tête, bon, j'avais le modèle d'une maison qui vient de ma culture, des maisons françaises ou anglaises. Et évidemment, dans cet espace-là, c'était un défi parce que les pièces font 2,60 m de large au maximum. Donc c'est un peu comme de vivre dans un train. Mais je crois que j'ai réussi, quoi, et que c'est tout à fait possible. Les Driss ont ainsi fait de leur maison un palais bien à eux. Puits de lumière, couleur de sienne, mezzanine aménagée, meubles patinés et matières brutes transforment l'espace traditionnel. Les murs sont comme des parenthèses sur le jardin. Une accalmie dans la Médina. C'est
une maison ouverte, c'est-à-dire elle permet de se tailler un espace exceptionnel dans la cohue de la ville, et dans le tintamarre et tout ça. Parce que si on sort, on entend. Et là, il y a un cocon protecteur. Et puis, cet élan vers le ciel par la verdure, c'est extraordinaire. Ça nous apaise beaucoup. On en oublierait presque la ville tout autour, jusqu'à ce que le rythme des souks nous rattrape. Dans la Médina, les étudiants de la Grande Mosquée étaient répartis en une trentaine de foyers, les médersas. Un patrimoine qui aurait pu disparaître n'étant plus utilisé. Celle-ci date du XVIIIe siècle. Alors, dans la médersa, on a autour d'une cour une succession de cellules avec juste une petite fenêtre qui était meublée d'un lit en mezzanine et d'un petit coin de travail au niveau du rez-de-chaussée. Et puis, vous avez, au fond, le quatrième côté est occupé par une grande salle qui servait de salle de lecture, de bibliothèque, de salle de prière. Autant de salles qui accueillent aujourd'hui une école dans la droite ligne de sa vocation. On y forme des garçons et des filles au métier de l'artisanat et l'endroit revit. Bijouterie, travail du cuir, mais aussi broderie sont enseignés ici, au cœur des souks. La médersa reste donc un lieu d'étude, comme elle le fut au siècle précédent, mais les filles y sont désormais admises. Ici, les élèves apprennent l'art de la djebba, l'habit traditionnel tunisien. Repris par des jeunes, tous ces métiers perpétuent le patrimoine vivant de la Médina. Cette école-là, elle fait de la résistance. Elle fait de la résistance vis-à-vis de tout ce qui est industriel. C'est une école, à l'instar de ce qui se passe dans la Médina, elle essaie de promouvoir notre mode de vie, notre vision de la vie de la société. Ça s'appelle kounoui, c'est la préparation de fil de soie pour le broderie. Transmettre un savoir-faire, c'est là tout l'enjeu. À l'heure où la journée s'achève, les musiciens de Tunis remontent à la source arabo-andalouse. La Rachidia est une école de musique et une école majeure. La maison remonte au temps des Ottomans, bien avant le protectorat français. Le gouverneur turc y habitait alors. Une belle maison de marbre noir et blanc, avec ses jeux d'arcade et ses colonnes antiques. C'est aujourd'hui le siège d'un autre patrimoine, musical celui-là. Bon, changer de lieu, on a des conservatoires au centre-ville, l'avenue de Paris par exemple, ou rue de Marseille, ou rue d'Athènes. Oui. Mais pour la musique orientale, on a voulu garder cette école, rien que c'est la première qui est fondée en 1934 jusqu'à l'heure. C'est le meilleur lieu pour notre musique. L'architecture et notre musique, ce sont deux droites parallèles. Hein? La Rachidia, c'est aussi un chœur très populaire. Et ce soir, c'est répétition pour cet ensemble. Dans la nuit de Tunis, cette musique arabo-andalouse est une célébration. Un voyage dans l'histoire dont la Médina est un écrin.